Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment marquant. Il vient d'un groupe d'anciens petits chanteurs de Touraine et s'intitule Voix libérée, ensemble, entre mémoire et engagement. Oui. Et au départ, l'histoire est lourde. On parle de blessures subies. La question, c'est comment on se reconstruit après ça, sans que le passé écrase tout. Et leur réponse, je la trouve fascinante. C'est exactement ça. Le point de départ est douloureux, c'est vrai. Mais ce qui est puissant dans ce texte, c'est qu'il ne s'enferme pas là-dedans. Au contraire, il présente ça comme une formidable opportunité de renouer avec le passé. Donc, on n'est pas seulement dans un combat. Non, pas seulement. On est aussi dans un projet de reconstruction basé sur l'amitié, la fraternité. C'est vraiment ça l'idée. D'accord. Mais pour transformer cette douleur en une action concrète, il faut s'organiser. Et ce qui me frappe dans le document, c'est qu'on dirait qu'ils n'ont pas une, mais deux machines qui tournent en même temps. Tout à fait. Il y a d'abord l'association Voix libérée de Touraine. Oui, et son rôle est très clair. Le texte dit qu'elle est la gardienne de notre mémoire collective. C'est le côté formel, légal. Voilà, on pourrait dire que c'est la colonne vertébrale du mouvement. C'est elle qui assure la pérennité, la vision à long terme. D'ailleurs, il parle d'organiser une assemblée générale le 17 janvier 2026. Ça montre bien qu'il voit loin. Exactement. Et quand le document parle des archives que l'association conserve, on imagine bien que c'est pas juste des classeurs administratifs, quoi. Ah non, bien sûr que non. On parle des photos un peu jaunies d'une tournée, des vieux enregistrements. C'est ça, c'est la mémoire vivante, tangible du groupe. C'est le socle sur lequel tout repose. D'accord, ça c'est pour la mémoire, la structure. Mais alors pourquoi créer un collectif Voix libérée en parallèle ? On pourrait se dire que ça risque de créer la confusion, non ? C'est une excellente question. Et en fait, c'est là qu'on voit toute l'intelligence de leur démarche. Le collectif, lui, c'est le moteur de l'action sur le terrain. Ah, d'accord. Le texte le décrit comme incarnant la liberté, la spontanéité et l'énergie. Comme il n'a pas les contraintes administratives, il est beaucoup plus agile, plus réactif. C'est le sprint alors que l'association serait le marathon. C'est exactement ça. Le collectif peut organiser une prise de parole en 48 heures si besoin, pendant que l'association, elle, prépare les actions de fond sans être dans l'urgence. C'est un équilibre qui paraît idéal sur le papier. Mais est-ce que le texte parle des risques, Vézi ? Par exemple, que le collectif, peut-être plus passionné, prenne des positions que l'association plus formelle ne pourrait pas soutenir. C'est un bon point. Le document n'aborde pas de front les conflits possibles, mais il présente cette dualité comme une richesse unique. L'idée, c'est qu'ils se nourrissent l'un l'autre. Je vois. L'association donne une base stable, une légitimité au collectif. Et en retour, le collectif, il insuffle de la vie, de l'énergie à l'association. Il l'empêche de devenir une coquille un peu vide. L'un serait le cœur qui bat et l'autre le squelette qui le soutient. Voilà, c'est une très bonne image. Et au-delà de cette mécanique, quel est le message final qu'ils veulent faire passer ? Ce n'est pas qu'un appel au combat, si je comprends bien. Non, loin de là. L'appel qui termine le texte est profondément humain. Il s'adresse à tous les anciens et il ne les invite pas seulement à rejoindre une cause, mais surtout à retrouver les liens d'une jeunesse partagée. C'est une main tendue. C'est une main tendue, oui. L'idée, c'est de raviver la passion du chant, de l'amitié et de construire une communauté solidaire, joyeuse et engagée. Il donne d'ailleurs les infos pour les contacter, le site pcantores37.org et un email vlt37@gmail.com. Donc si on résume, ce qui ressort de cette analyse, c'est cette architecture assez ingénieuse, le fait de séparer la mémoire et l'action pour mieux servir les deux. C'est leur stratégie pour dépasser les blessures, pour bâtir un avenir apaisé. Absolument. Et ça nous laisse avec une question plus large, je trouve. Laquelle ? À une époque où tant de groupes, que ce soit des entreprises, des associations, luttent pour concilier leur histoire, parfois lourde, avec leur avenir. Est-ce que ce modèle à deux têtes ne serait pas une solution ? Une structure pour protéger l'ADN, la mémoire. Et une autre, plus agile, pour mener le combat au quotidien. C'est peut-être une leçon de résilience qui dépasse largement ce seul contexte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pcantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.